La dépouille d'Anissé Ekane n'a toujours pas été restituée à sa famille en vue de l'organisation de ses obsèques. Malgré plusieurs démarches entreprises auprès des autorités, le corps reste sous scellé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. La famille, à travers les avocats, a saisi les autorités compétentes, notamment le CED et le commissaire du gouvernement, à l'effet de réclamer la restitution de la dépouille de M. Anissé Ekane à sa famille biologique et à sa famille politique. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de suite. L'inquiétude est d'autant plus grande que selon le conseil de la famille, les résultats de l'autopsie réalisée sur la dépouille de l'homme politique n'ont jamais été communiqués à la famille ni à ses avocats. Et on a espéré au moins qu'on devrait avoir les résultats de l'autopsie qui a été pratiquée. Nous ne les avons toujours pas. Nous avons espéré avoir la suite qui est donnée à l'enquête qui avait été, nous avait-on dit à l'époque, ordonnée par le ministre de la Défense. Nous ne savons pas où en est l'enquête non plus. Cette situation suscite de vives réactions au sein de la société civile qui dénonce une opacité persistante et une spirale d'impunité. United for Cameroun, nous n'acceptons pas l'impunité. Si ce blocage de la dépouille d'Anissé Georges Ekane se poursuit, les responsabilités individuelles sont établies, dénoncées et assumées publiquement. L'autopsie avait été réalisée sur le corps de Anissé Ekane en l'absence de la famille qui s'affairait à trouver un médecin légiste pour la représenter dans l'équipe des experts. Depuis lors, aucune communication n'a été faite par le ministère de la Défense sur l'enquête. C'est pour cette raison que United a sommé par voie du CIE le ministre de la Défense et par ricochet le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie de remettre immédiatement le corps d'Anissé Georges Ekane à sa famille. Retenir un corps ne fera pas taire la vérité. Un temps annoncé, les obsèques de Anissé Ekane ont été reportées à une date ultérieure, faute de calendrier sur la libération du corps, toujours sous scellé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. 3h30 d'interrogatoire à la barre du tribunal militaire de Yaoundé. Xavier Messier a sacrifié au rituel d'examination in chief, de cross-examination et de re-examination afin de s'expliquer sur l'interview accordée au promoteur de la radio Balafong de Douala. Dès l'entame de sa déposition répondant au commissaire du gouvernement, Xavier Messier, journaliste enseignant, informe le tribunal que c'est 6 jours après la découverte du corps d'Arsène Salomon Banizogo qu'il a accordé cette interview à Cyril Bojiko dans laquelle il relatait avec précision les circonstances de l'enlèvement puis de l'assassinat de l'animateur de l'émission Embouteillage. À la question de savoir qui lui a donné ces informations, Xavier Messier est formel. C'est le journaliste Zéphérin Koloko qui lui a donné l'information selon laquelle Arsène Salomon Banizogo a été enlevé puis assassiné à 3h du matin le mercredi 18 janvier 2023. À la question de savoir s'il est sûr de son informateur, Zéphérin Koloko va lui répondre par l'affirmative. À la question de savoir pourquoi il avait donc rédigé une lettre d'excuse lors de son audition devant la commission mixte, le journaliste a répondu qu'il avait été contraint par les responsables de la commission mixte de rédiger cette lettre d'excuse, sinon il n'allait pas rentrer chez lui. Sauf qu'à la suite des questions de maître Charles Tchungan, avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Bruno Bidjan, Xavier Messier va reconnaître qu'il s'est trompé de date, que ce n'est pas 6 jours après la découverte du corps de l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM, c'est plutôt au matin du 22 janvier 2023 qu'il avait accordé l'interview à Cyril Bojiko et lui avait relaté les circonstances de la mort d'Arsène Banizogo sur la base des informations que lui avait données le 18 janvier 2023 à 5h30 Zéphérin Koloko. Charles Tchungan lui demande également s'il se souvient qu'il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction Sikati 2 dans le cadre de cette affaire. Xavier Messier répond qu'il n'a jamais été au courant.
Arrive donc le moment pour les accusés d'interroger le client. Prenant la parole, Jean-Pierre Amougou Belinga demande à Xavier Messé s'il se rappelle qu'il avait dit, parlant d'Arsène Banizogo, qu'il n'est pas sûr que lui et l'animateur de l'émission Embouteillage faisaient le même métier. Xavier Messé répond, oui, je l'ai dit d'ailleurs, selon lui, ce que faisait Arsène Banizogo, ce n'est pas du journalisme. Le président du groupe L'Anecdote poursuit, avez-vous occupé un poste de responsabilité au sein du groupe L'Anecdote? Xavier Messé répond par l'affirmative, oui, j'ai été directeur des rédactions du journal L'Anecdote. Et à Jean-Pierre Amougou Belinga de lui demander, auriez-vous pu recruter Arsène Banizogo comme journaliste au journal L'Anecdote? Xavier Messé répond par la négative. Au regard des multiples incohérences de Xavier Messé, tantôt accusant des fuites de mémoire, tantôt des confusions dans les différentes réponses, le président du tribunal, pour conclure sa déposition, lui demande s'il pouvait employer les mêmes méthodes de journaliste pour une affaire similaire. Xavier Messé répondra par la négative, disant que si jamais c'était à refaire, il ne le ferait plus de la même manière. À 15h06, le président du tribunal militaire de Yaoundé suspend l'audience qui va reprendre à 15h55 avec à la barre le commissaire divisionnaire James Elong Lobet, conseiller technique à la direction générale de la recherche extérieure DGRE. Les images sont saisissantes. Un immense brasier, des flammes qui dévorent la toiture et un épais nuage de fumée visible à des centaines de mètres. Il est environ 15h ce jeudi 29 janvier lorsque, sous les yeux médusés des riverains, la résidence de fonction du commandant de la brigade de gendarmerie de Galimtinière s'embrase. En quelques heures, la maison du symbole de l'autorité locale est entièrement ravagée par les flammes. Selon des témoins, le feu serait parti de la toiture alors que l'officier se trouvait encore à l'intérieur de la maison. Il parvient à s'échapper de justesse. Dans la panique, des habitants tentent alors de sauver ce qui peut l'être. Quelques meubles, des chaises et même le véhicule de service, éloigné des flammes par des personnes de bonne volonté. Mais face à l'intensité du feu et à la fumée étouffante, les manœuvres restent limitées. L'incendie enfin maîtrisé, il ne reste plus rien. 5 jours plus tôt, la même localité était déjà plongée dans l'horreur. Le sous-préfet de Galimtinière, Patrice Joël Nariki, son épouse et 3 de leurs enfants périssaient dans l'incendie de leur résidence. Un drame au lourd bilan humain, encore entouré de zones d'ombre. 2 incendies, 2 symboles de l'autorité de l'État frappés coup sur coup. Coïncidence ou acte ciblé, les interrogations se multiplient. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. Une équipe mixte de la gendarmerie et de la police a été déployée, la sécurité est renforcée et une enquête approfondie est ouverte. À Galimtinière, la peur s'installe et une question hante désormais les esprits. La localité est-elle devenue une zone à haut risque pour les autorités ?